Tu vois les gens qui rentrent et tu vois les questions. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et bienvenue pour cet atelier de notre forum Réseau et carrière au féminin 2024. Donc l'atelier par les rémunérations lors de son entretien. Je vous remercie grandement de vous être inscrite et d'être présente aujourd'hui pour cet atelier. Je vais laisser la parole à Marianne, à Romaric et à Manon qui vont se présenter, qui vont animer cet atelier. Je vous laisse vous Bonjour à présenter. tous, je vais Ah bah, peut-être laisser Marianne et Manon se présenter en première. C'est la slide. Voilà. Donc, je commence. Donc, Marianne Legave, je travaille chez CNP avec Romaric, qui est une société d'assurance, et je suis en charge des sujets de rémunération pour CNP. Romaric, tu veux prendre la suite ou j'y vais? Ouais, d'accord, j'y vais. Donc, Romaric Robinet-Sédiel, moi je suis HR VP, Human Resource Business Partner, avec une casquette effectivement d'expert en rémunération au sein de CNP Assurance depuis maintenant plusieurs années. Et donc moi, c'est Manon Villard, responsable du recrutement des non-cadres et des projets diversité pour Arkema France. Arkema, c'est le premier chimiste français, pour celles qui ne connaissent pas. Leader dans le monde des matériaux de spécialité, présent dans 55 pays, avec 150 usines, 15 centres de recherche. En fait, vous le savez peut-être pas, mais tous les jours, vous utilisez des produits qui ont été conçus grâce aux matériaux d'Arkema. On retrouve nos matériaux dans vos baskets, vos lunettes, portables, la colle, la peinture, enfin un peu partout. Merci beaucoup. Je me permets juste un petit... Ouais, pardon. J'allais juste dire, si vous avez des Oui, non, questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et voilà, je les donnerai oralement. Et sachez que la présentation est enregistrée et qu'on vous enverra également la présentation qui est faite aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole, je ne vous dérange plus. À vous. Merci beaucoup Thomas pour compléter concernant CNP Assurance pour situer un peu l'entreprise et donc qui on est. Donc CNP Assurance, c'est un grand groupe de l'assurance qui appartient également à la Banque Postale et qui travaille dans un grand conglomérat avec la Caisse des dépôts et la Poste. Et donc nous on est à la base plutôt sur de l'assurance de personnes, tout ce qui va être assurance vie, assurance retraite, prévoyance, santé mais également CNP Yard, il fait aussi également d'autres types d'assurance de biens. Donc plutôt un grand groupe avec 3000 collaborateurs, un peu plus de 3000 collaborateurs en France, 5000 dans le monde. Nous, on est moins multisite que Arkema, on est plutôt situé à Issy-les-Moulineaux et Angers, La Chapelle-sur-Erdre près de Nantes et Poitiers, côté assurance. Et voilà, donc un groupe un peu plutôt solide financier, voilà, avec plus de 2 milliards de résultats nets. Voilà pour ce qui est de la petite présentation et on va passer directement au sommaire. Donc on a essayé de faire une présentation qui essaye d'aller à l'essentiel, qui vous laissera aussi le temps de poser vos questions soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation. On vous propose ce sommaire-là. Donc, de quoi on parle quand on parle d'égalité salariale, savoir où on est, d'où ça vient, pour que vous puissiez voir l'évolution qu'il y a eu sur ces thématiques-là, puisque vous êtes aussi directement concernés. Aborder les prétentions salariales, comment on les fixe, comment on les définit, quelles données on peut prendre, ce genre de choses. Ne pas raisonner qu'avec le salaire, mais l'ensemble du package. Euh, et, euh, et aller un peu plus loin. L'atelier s'appelle Parler de rémunération en entretien. On l'a voulu le projeter un peu plus loin que simplement l'entretien de recrutement, mais plutôt tous les entretiens que vous pourriez avoir au long de votre carrière, comment vous positionnez par rapport à tout cela. Je vais passer à la slide suivante. Donc, pour vous donner déjà un ordre d'idée du panorama législatif sur l'égalité salariale, vous faire un petit feedback. Donc, la première loi sur l'égalité salariale, elle remonte à 1972. Donc, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on parle d'égalité salariale dans la législation française. Je me On a eu permets une juste de loi vous... aussi sur l'égalité.
Je vous coupe juste Oui. une seconde. Les slides en avance. On est toujours sur la première slide. Je sais pas si c'est. Important, je la vois, moi. Ouais. Ah bah pardon. Bah moi du coup je suis sur Ah, la première. Bon bah excusez-moi. Pardon. En ligne, est-ce que vous voyez bien la slide Oui, éventuellement dites-nous dans le égalité chat si salariale, c'est. où on est tout? oui. Oui, ok, c'est bon. Merci J'ai beaucoup. rien dit, excusez-moi. Ah non. Donc ça remonte à un bail de temps. Après, il y a eu quelques lois donc, sur l'égalité professionnelle en 1982, la création d'un observatoire de la parité en 1995. Et vraiment, la loi charnière sur l'égalité salariale, elle date de 2006, puisque en 2006, on rentre vraiment dans l'idée de à travail égal, salaire égal. Donc ça concerne à la fois les hommes et les femmes, mais aussi tout type de discrimination. Et pour vous donner un exemple, il y a aussi les contrats. Par exemple, à l'époque, les entreprises avaient tendance à donner des rémunérations plus faibles pour des CDD dans le cadre, en se disant c'est un remplacement, et puis si on veut l'embaucher en CDI, on peut, il faut se donner une petite marge de manœuvre. Voilà, à partir de 2006, ça n'est plus possible. Pour un poste équivalent, on rémunère de la même manière, peu importe la personne qui l'occupe et le contrat dans lequel il est. Donc ensuite, après, il faut attendre 2011 pour avoir une nouvelle loi en termes de parité, cette fois-ci, d'égalité, on va dire, avec une loi qui vise à mettre en place 40% de femmes dans les conseils d'administration, sous peine de sanctions financières pour les petites et pour les moyennes et grandes entreprises qui ne sont pas à 40%. Donc voilà. Après, en 2019, il y a les premières publications de l'index pour l'égalité hommes-femmes. Donc, c'est des index qui sont publiés par les entreprises. Et voilà, en dessous d'un index de 70, les entreprises doivent montrer aux législateurs ce qu'elles mettent en place pour justement l'égalité salariale. Et en tout cas, promouvoir l'égalité salariale hommes-femmes. Et là, depuis 2021, les entreprises vont avoir l'obligation de mettre dans les instances dirigeantes 40% de femmes d'ici à 2030. Donc, vous voyez par ce petit panorama que vous entrez quand même dans un marché du travail où, en termes d'égalité salariale, on est assez mûr. C'est plutôt en termes de progression où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, vous rentrez quand même dans un marché qui est plutôt favorable pour l'emploi des femmes. Avec d'ici 2026 aussi une législation, hein, des décrets d'application qui vont tomber sur tout ce qui concerne la transparisation des rémunérations. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que enfin, les recruteurs devront afficher des fourchettes de rémunération dans leurs offres d'emploi. Et ça améliore encore les obligations en matière d'égalité salariale. Donc voilà, le salaire en tant que femme ou homme, c'est pas un sujet tabou, c'est quelque chose que vous pouvez aborder en toute franchise sur lequel il y a eu beaucoup de progression ces dernières années. Et c'est à la fois dans votre intérêt, mais à la fois dans l'intérêt de l'entreprise d'être dans cette égalité salariale. Comme disait Marianne, travail égal, salaire égal. Sur la slide suivante, Manon, on te Oui, donne la donc main. au sujet des prétentions salariales, donc on trouvait important d'évoquer ce point, notamment parce que ça se prépare en amont dès que vous allez démarrer un process de recrutement, parce que vous allez forcément l'aborder. Alors ça dépend des process, mais ça peut être bon, le recruteur peut vous demander ça au premier contact téléphonique, comme plus tard. Et le fait de répondre je ne sais pas ou ça dépend, qu'est-ce que vous proposez, voilà, ça envoie pas forcément le bon message. Donc il faut le préparer. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que le salaire, forcément, il n'est pas le même enfin, en fonction de plusieurs facteurs. Le métier, hein, qui semble évident. Et après aussi en fonction du secteur d'activité et du champ d'intervention. Le champ d'intervention, c'est très important, c'est-à-dire les responsabilités que vous allez avoir dans le poste. Euh, pour donner, enfin, si je devais donner un exemple, c'est-à-dire qu'un responsable commercial dans un secteur pourra, selon son poste, avoir une équipe de 15 commerciaux à gérer, un panel de clients important, un niveau de rémunération voilà, qui va avec.
Et puis, un autre responsable commercial dans un autre secteur pourra tout à fait avoir un panel de clients moins important, du coup, moins de responsabilités, donc le salaire ne sera pas le même. Donc, pour vous aider à à réfléchir à une fourchette de rémunération, enfin, en tout cas, vos prétentions salariales, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Donc, tout d'abord, votre école, hein, elle réalise chaque année, chaque année, elle réalise une enquête auprès des promotions sorties d'école, quel premier salaire les jeunes diplômés obtiennent. Donc ça, c'est un bel indicateur à vos dispositions. Vous avez aussi les offres d'emploi. Aujourd'hui, je crois que c'est 70% des entreprises qui renseignent une fourchette de rémunération pour les offres qu'elle publie. Donc, comme disait Romaric tout à l'heure, on sera bientôt obligé d'être à 100%. Mais donc, du coup, ça vous donne quand même une bonne idée en fonction des secteurs et du poste des fourchettes de rémunération. Vous avez à votre disposition des études que vous retrouvez sur Internet, hein, qui émanent des cabinets de recrutement, type Michael Page, l'APEC, où là, ça va être assez intéressant parce qu'elles vont être indexées en fonction du lieu géographique du poste, du secteur aussi. Donc ça permet d'affiner et d'avoir une idée un peu plus précise. Et puis, depuis quelques années, on a aussi des plateformes type Glassdoor où les salariés eux-mêmes publient sur la page de leur entreprise, leur salaire, enfin en tout cas les fourchettes, les avantages. Donc ça vous donne aussi une idée si vous êtes en process dans une entreprise, allez jeter un œil sur ce type de plateforme et vous aurez peut-être aussi des renseignements. Ouais, voilà. Rick, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Alors, oui, oui, bah, tout à fait. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on parlait du métier, du secteur d'activité, des responsabilités. Voilà, il y a des métiers qui sont plus rémunérateurs que d'autres. Aujourd'hui, l'égalité, enfin les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, il me semble que c'est à poste égal aux alentours de 4%, donc ce qui est pas énorme. Mais en réalité, on est plutôt sur des écarts supérieurs à 20%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes ou les hommes, peu importe, ont tendance à se positionner sur certains types de métiers qui sont moins rémunérateurs ou plus rémunérateurs. Et il y a également plus de temps partiel sur le temps d'activité. C'est plus souvent aussi les femmes qui vont se mettre en temps partiel. Et quand on monte dans la hiérarchie des rémunérations, c'est là aussi où l'écart va se creuser. On va avoir plus de rémunération importante en faveur des hommes qu'en faveur des femmes. Donc, voilà, encore une fois, quand on compare travail égal, salaire égal, l'écart n'est pas important, mais dans les faits, il y a des écarts de rémunération très importants en fonction du métier, de l'expertise choisie, du temps de travail et des responsabilités dans la ligne hiérarchique exercée. Après, ces rémunérations se distordent aussi avec le temps en faveur aussi des hommes qui soit négocient plus, soit se positionnent plus en faveur d'un meilleur salaire, ont tendance à plus demander des augmentations, ce genre de choses. Ce qui est important, donc les sources à votre disposition, comme l'a dit Manon, donc très important, il faut aller en entretien préparé, peu importe l'entretien de carrière ou de recrutement, en utilisant de la data. Il ne faut pas vous baser uniquement sur une étude que vous avez vue. C'est un peu ce qu'on mettait en dessous quand on mettait une erreur à ne pas faire. Parler d'un cas que vous connaissez, parler de votre ami qui attend dans le référentiel de Michael Page. Voici la grille. Plus vous allez assembler les data et les données, plus vous allez être pertinent dans votre approche. Et dans le domaine des prétentions salariales, vous pouvez arriver sur un poste en disant, bah voilà, moi, pour vivre, je ne peux pas descendre en dessous des 35 000 euros. Alors, pour ce qui est pour vivre ou vos conditions personnelles, ça ne regarde pas forcément le recruteur, c'est pas forcément un argument. Ce qu'il faut regarder, c'est les responsabilités du poste, l'investissement que le poste va vous demander, comment le poste voilà, est-ce que c'est un poste pénurique sur le marché de l'emploi? Est-ce que votre profil lui-même est pénurique sur le marché de l'emploi? Tout ça va ajouter plus ou moins de valeur et vous permettre de négocier.
Et donc, ne pas hésiter aussi, si vous arrivez en entretien de recrutement, quand bien même la fourchette est indiquée sur l'offre, quand bien même la fourchette colle avec vos prétentions salariales, si jamais, au fur et à mesure de l'échange avec le recruteur ou le manager, le poste a beaucoup de responsabilités, plus que ce qui était peut-être écrit, vous n'êtes pas obligé d'arriver en disant d'entrée de jeu vos prétentions. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, dire bah, voilà, moi j'avais peut-être en tête entre 35 et 40 de 1000 euros à l'année. Peut-être que, au vu de ce que vous me dites, ça serait plus juste que ce soit entre 40 et 45. Donc, il faut toujours pouvoir revoir vos prétentions salariales, oser en parler et ajuster par rapport aux réelles responsabilités du poste qui vous seront demandées. Donc, ensuite, on voulait partager avec vous justement, une fois vous avez passé votre entretien avec le recruteur, vous avez donné vos prétentions salariales et le recruteur revient vers vous avec une offre. Et là, il déroule justement le salaire, mais il va sûrement vous parler d'autre chose que du salaire. Et on voulait partager avec vous l'importance de cette autre chose que le salaire, parce que chaque entreprise est différente, propose des offres différentes, et il faut vraiment que les avantages et que les offres qui sont offertes par l'entreprise dans laquelle vous avez postulé soient, en tout cas, soient alignées avec vos attentes. Voilà. Donc, on vous donnait un peu comme élément, bon, notamment aujourd'hui, on parle de télétravail. Voilà, poser des questions sur très bien, vous avez combien de jours de télétravail en fonction de ce que vous voulez. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui préfère travailler de chez elle, plus il y aura jours de télétravail, plus ce sera attractif. Bon, et inversement, si vous préférez être sur site, vous serez peut-être moins Touché par ça. touché par cet élément. En revanche, si par exemple vous voulez du temps parce que vous avez envie de vous investir dans une autre activité en dehors de votre travail, vous pouvez aussi demander, voilà, vous avez combien de jours de congé, combien de RTT? Est-ce que vous offrez des jours supplémentaires aussi pour des événements familiaux? Voilà, il faut quand même pas hésiter à poser beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses que souvent les gens en fait découvrent une fois qu'ils sont en poste et qui font partie intégrante de ce qu'on appelle le package et qui peuvent être importants. Ensuite, il y a justement, alors je ne sais pas si ça vous parle sûrement pas encore, mais tout ce qui est intéressement, participation et plan d'épargne. Donc, c'est de la rémunération variable collective qui a des avantages sociaux et fiscaux si on place son argent dans un plan d'épargne, donc soit un plan d'épargne à 5 ans, soit un plan d'épargne pour la retraite. Voilà, qu'on bloque pendant 5 ans et qu'on peut débloquer pour des événements de vie, comme notamment l'achat d'une résidence principale. Donc voilà, donc si vous, votre envie, c'est d'acheter, d'être propriétaire d'un appartement d'ici quelques années, voilà, une entreprise qui vous offre intéressement, participation et un plan d'épargne, c'est une manière pour vous de pouvoir vous dire j'épargne sans avoir à faire de concessions sur ce que je touche tous les mois, parce que je sais que j'ai cet argent qui va tomber tous les ans et je vais pouvoir faire de l'épargne sans faire de réel effort. Après, vous avez également donc des plans d'actionnariat salarié qui sont proposés. Parfois, c'est une manière de vous permettre d'investir dans l'entreprise, d'être partie prenante dans l'orientation stratégique de l'entreprise parce que vous êtes actionnaire de cette entreprise. Et donc, c'est une manière aussi, voilà, si vous avez envie de faire, excusez-moi du terme, une culbute financière, voilà, c'est un très bon moyen voilà, ça fait partie d'un élément de package qui peut être intéressant. Alors, je crois que Manon, Arkema, Oui, justement, je ne sais pas si il y tu a veux dire un mot, mais Arkema, vous en ouais, proposez. il y a de plus en plus de sociétés qui en proposent et Arkema en fait partie. En effet, on propose des actions, on offre des actions à certains de nos salariés, donc plutôt
voilà, pour le remercier de leur investissement, d'avoir rempli leurs objectifs, hein. Et bon, voilà, ça permet de les fidéliser aussi. Le seul, enfin, c'est pas un bémol, mais les actions sont bloquées. On peut pas les revendre avant 2 ans de présence dans la société. Ouais. De toute façon, dispositifs d'actionnariat type plan d'épargne entreprise, Pereco ou autres sont généralement bloqués. Pereco dans le cadre de la retraite ou éventuellement des cas de déblocage anticipé, comme disait Marianne, sur l'achat de la résidence principale. Mais les PE, plans d'épargne entreprise, sont des dispositifs légaux dont les cas de déblocage anticipé sont officiels et figurent sur Internet, comme je crois la naissance du premier enfant, par exemple. La naissance du ou- troisième, Voilà, vous du avez troisième. après il y a pas mal de choses de la vie, la cessation du contrat de travail, voilà. Un plan d'épargne entreprise, généralement, c'est autour de 5 ans d'investissement. Et, euh, et voilà, après, il y a aussi des cas de divorce. Enfin, voilà, il y a aussi, c'est des événements de la vie qui peuvent être heureux et moins heureux. Mais en tout cas, c'est vraiment pour l'idée d'épargner. Donc, il y a ce que disait Marianne de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante, de l'épargne, du temps en matière de congés, des conditions de travail plus favorables en matière de télétravail. Après, il faut aussi regarder d'autres choses comme les perspectives, les réelles perspectives de carrière. Voilà, comment vous pouvez vous projeter en termes de rémunération à plus long terme dans l'entreprise. En tout cas, généralement, l'entreprise, elle, va essayer de vous projeter pour voir si c'est possible et si ça peut répondre à vos attentes lors d'un entretien de recrutement. Mais il y a aussi d'autres souhaits. Je crois, par exemple, Manon, sur Arkema, par Oui, c'est exemple, vous ça. êtes sur plusieurs sites dans toute la France. Ouais, ouais, comme on est présent dans plus de 50 pays et même en France, du coup, on a une vingtaine de sites, on propose des mobilités. D'ailleurs, la plupart, enfin, elles sont très très fréquentes, notamment, et aussi des expatriations dans tous les pays où on est présent. Donc, ça permet d'évoluer tout au long de sa carrière et de faire toucher à des métiers différents, voir des choses différentes. Voilà. Donc, ça, c'est en effet ce qu'on propose aussi chez Arkema et ce qui est possible dans les Voilà. structures. Et les expériences internationales et expatriation sont un vecteur pour augmenter votre rémunération ou acquérir des compétences dans des contextes, que ce soit la langue ou des contextes interculturels, qui ont une vraie valeur aussi sur le marché de l'emploi dans à peu près toutes les entreprises. Euh, alors on peut passer, je pense, à Oui, la juste, slide. j'avais un dernier mot peut-être à dire Oui, sur cette slide, c'est que tout ça, on peut l'aborder et on peut poser des questions, mais peut-être éviter de le faire au premier contact, enfin au premier entretien, oui. plutôt voilà, au milieu, fin de process. C'est bien de poser des questions, de s'intéresser, mais demander si on a du télétravail ou s'il y a si l'employeur offre des actions au premier contact, ça peut aussi envoyer parfois, selon la personne qu'on a en face, un mauvais message. Donc, prenez le temps avant de le faire. Si. Et, et avant de passer à la slide suivante, je vois qu'il y a des questions. Donc, il y a Sonia Ouais. qui demande si vous parliez de télétravail. Je note qu'il y a aussi la tendance vers la semaine des 4 jours. Alors, c'est vraiment une tendance très faible. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont la semaine des 4 jours et il y en a certaines qui l'expérimentent. On est quand même en phase de test. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la majorité propose le télétravail et met en avant le télétravail. Bon, la semaine des 4 jours, je pense qu'on n'y est pas encore tout de suite. Il faudra attendre quelques années, un peu comme ça a été peut-être le cas avec le télétravail où les entreprises s'y sont mises de manière parcimonique. Et puis en fait, à la fin, avec le Covid, on n'a pas eu le choix et tout le monde s'y est mis. Et finalement, on se dit, ah, c'était bien fait. Enfin, il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Mais bon, la semaine des 4 jours, je vous avoue, il y a pas beaucoup d'entreprises qui en proposent et je ne sais pas s'il y en aura beaucoup dans les années à venir. Euh, Sur le télétravail aussi, hein, il y a une tendance, on lit un peu tout et son contraire dans la presse, mais il y a une tendance éventuellement à revenir à des rythmes moins importants sur le télétravail. Ça se discute. En tout cas, par exemple, nous, dans le cas de CNP Assurance, on n'est pas trop dans cette perspective-là. On est plutôt nous, on peut aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. On essaie plutôt de flexibiliser l'usage du télétravail
pour améliorer les conditions de travail que de revenir sur cet usage-là. Et on a signé un accord QVCT récemment, donc qui le positionne quand même dans le temps. Donc c'est aussi ça, il faut aussi choisir les entreprises qui peuvent voilà, proposer des choses intéressantes en termes de conditions de travail qui pourraient voilà, vous intéresser. On a une autre question d'Alix sur l'alternance. Est-elle une expérience? Beaucoup considèrent que non. Bon, forcément, pour l'alternance fait partie d'une expérience. Alors même si c'est pas une expérience de contrat définitif, ça reste encore une expérience. Je laisserai mes Oui, confrères recruteurs mieux vous en parler que moi. je donnerai mon point de vue et Manon aussi. Enfin, je pense que clairement l'alternance est valorisée et valorisable. Mathématiquement, vous pouvez. Généralement, l'alternance, enfin, ce sont c'est plutôt des postes, des vrais postes avec des responsabilités. Vous allez aussi acquérir, indépendamment du nombre d'années, vous allez acquérir, plus vous allez passer de temps en entreprise, plus vous allez acquérir des codes et des soft skills liés à l'entreprise. Et ça a une valeur qu'il faut mettre en avant. Quelqu'un qui a 5 ans d'alternance, c'est pas pareil que quelqu'un qui a 5 stages. Donc moi, je considère qu'il faut le mettre en avant. Je suis moi-même issu de cursus d'alternance. Donc c'est très important. C'est pas le même niveau de maturité. Et on peut on peut le faire valoir. Après, si vous voulez le faire valoir, par exemple, vous pouvez considérer que si vous avez fait 1 an d'alternance, en faisant 1 semaine sur 2 ou un rythme d'alternance un peu particulier, bah, ça correspond à 6 mois d'expérience professionnelle. Et après, quand vous assemblez ce temps passé en entreprise, vous pouvez prétendre à dire, bah, voilà, j'ai fait 3 ans d'alternance, bah, 1 semaine sur 2, bon, ça fait au moins 1 an et demi à plein temps en entreprise. Vous pouvez essayer de le chiffrer ou de le valoriser de cette manière-là. Chaque entreprise pourra avoir un regard différent ou valoriser différemment l'alternance. D'ailleurs, je ne sais pas au niveau d'Arkema ce que tu en penses maintenant. Oui, bah, je suis tout à fait en fait avec ce que tu dis, Romaric. Après, tout dépend de vos missions, hein, c'est toujours pareil durant votre alternance, mais généralement, enfin, elles comptent et on valorise tout à fait ces expériences-là. Et on le voit, hein, les candidats qui ont fait de nombreuses années en alternance, une certaine maturité, enfin, connaître les codes en entreprise. Donc, clairement, ça compte. Ouais. Ouais. Toujours dans le domaine un peu étudiant, on a parlé d'alternance. On va aussi, les entreprises généralement ont aussi une politique école dans laquelle ils favorisent des écoles plus que d'autres. Si je prends le cas de CNP Assurance, nous, on est plus sur des métiers un peu financiers, actuariat. Donc, on va valoriser des écoles qui ont ces spécialités-là. Et on peut avoir, soit dans le cadre de l'alternance, soit dans le cadre d'un premier job, des rémunérations qui ont pour nous plus de valeur. Donc, on va mettre un peu plus de rémunération sur le sujet que le feraient, par exemple, d'autres entreprises. Donc, il y a aussi, par rapport à l'école dont vous venez aussi, ça peut être important, certains cursus. Il y a une question de Clémence qui disait comment réagir lorsqu'on nous demande notre rémunération actuelle, sachant qu'on vise beaucoup plus avec 3 cœurs. Donc, c'est une question qui a été publicitée. Ben, on vous demande votre rémunération actuelle, notamment pour avoir une idée de ce que vous avez, savoir si aussi on est capable de répondre à une augmentation, parce que bah, parfois vous arrivez en entretien, vous arrivez avec un niveau de rémunération, mais ce n'était pas du tout la fourchette de salaire auquel l'entreprise pensait. Et voilà, ils pouvaient aussi proposer. Donc, c'est aussi une manière, elle, de se positionner par rapport à ce que vous touchez actuellement. Et si vous visez beaucoup plus, si ça reste raisonnable, si vous avez des éléments factuels, si le poste est vraiment, il y a plus de responsabilités, vous pouvez quand même demander plus en disant très bien, j'ai une rémunération de temps aujourd'hui pour un poste avec, voilà, où j'ai telle responsabilité, telle responsabilité. Demain, le poste que vous me proposez, moi, il m'en demande plus. Ou alors, j'ai une technicité que je peux vous apporter qui fait que c'est rare sur le marché. Et voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à demander beaucoup plus, même si votre rémunération actuelle n'est pas forcément est en deçà de ce qui se pratique, par exemple, sur le marché. Donc, ça n'est pas un frein. Ouais. Mais il vaut mieux être honnête et dire Ouais. sa rémunération actuelle. Parce que bon, même si la directive d'ici 2026 obligera les entreprises justement à ne plus poser de questions sur
la rémunération actuelle des candidats. Mais il se peut parfois qu'ils vous demandent des bulletins de salaire. Parce que voilà, c'est arrivé qu'on se retrouve avec des candidats qui ont des demandes un peu disproportionnées. Et bon, forcément, les entreprises, elles se benchmarkent, elles regardent ce qui se passe sur le marché. Elles ne sont pas complètement inactives face à la rémunération en attendant que le candidat donne ses prétentions. Donc, ce qui fait que voilà, on pourrait vous demander, mais ça me paraît bizarre, c'est quand même très haut. Et donc, vous dire, bah voilà, donc vous mettez pas dans un corner à donner quelque chose de trop haut. Et in fine, bon, la relation après, elle, euh, Alors, elle se périclite, quoi. c'est bien parce que vos questions peuvent aussi ouvrir le débat. Manon, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je suis d'avis de ne pas gonfler, de pas mentir, parce qu'en effet, on peut toujours le savoir. Et après, le fait de faire un gros gap, ça arrive en fonction des responsabilités qu'on prend. Donc, ouais, je suis d'avis de pas mentir, parce que du coup, la collaboration peut mal commencer. Enfin, si on part sur un mensonge, enfin, si ça c'est, enfin, c'est jamais bon. Mm. Voilà. Après, encore une fois, ce que je disais aussi dans les premières slides, ce qui est important, ça va être les responsabilités du poste. Mm. Alors, il y a plusieurs dans cette question. Si vous êtes en début de carrière, vous sortez de l'école, là, on va avoir une sorte de grille de salaire, des habitudes ou autres, où de toute façon, les écarts vont être très limités. Donc, c'est plutôt dans la perspective de carrière où là, il va y avoir des rémunérations qui vont se distendre. Donc, vous n'êtes pas forcément en bonne phase de négociation en début de carrière à la sortie de l'école, puisqu'il faut que vous allez acquérir de l'expérience. Mais très rapidement, après les premières années d'expérience, vous pouvez les faire valoir et faire des gaps très importants, y compris quelques années après avoir commencé. Voilà, partez quand même bien des responsabilités du poste. Certains employeurs ne vous demanderont pas vos rémunérations précédentes. Si on ne vous le demande pas, c'est pas la peine d'en faire part, hein. Faites vraiment par rapport à vos attentes. Et voilà. Et effectivement, en tout cas, instaurer un climat de confiance est très important. Je sais pas, on continue sur les questions. Bah, Mhm. ouais, enfin, je sais pas, non, Manon, si Comme... tu veux qu'on continue sur les questions, il y en a encore quelques-unes. Sinon, je peux les garder Et pour une la fin question si de... vous souhaitez, puis je vous les donnerai oralement, Ah, si ça vous va, comme ça on... Ouais, ok. Ok, faisons ça. Alors, sur la slide suivante, alors voilà, ce qu'on voulait vous dire, voilà, c'est une fois, en fait, bon voilà, il y a le recrutement au début, notamment si vous sortez d'école, vous n'avez pas forcément de grandes perspectives en termes salariales, mais il faut raisonner en termes de quelle est la compétence, quelle est l'expérience que je vais pouvoir acquérir, que je pourrais faire valoir par la suite. Quoi qu'il arrive, ce qui fonctionne bien en entreprise et ce qui est parfois une carence chez des profils féminins, c'est le fait de oser. On a dit déjà tout à l'heure de oser parler des prétentions salariales. Si le sujet n'est pas abordé en entretien, vous pouvez l'aborder, Mm. être prête à l'aborder en entretien. Oser prendre des postes à responsabilité, ce n'est pas parce que vous allez... n'attendez pas d'avoir 100% des compétences pour prendre le poste. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher pour le poste. Positionnez-vous sur des postes. Si vous avez 60% des compétences, allez-y. De toute façon, c'est en étant sur le poste, en prenant des risques, que vous allez progresser davantage. Et puis, bah, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc, n'hésitez pas à être dans cette démarche d'oser, tout comme il faut aussi oser demander des augmentations salariales si vous estimez que vous le méritez. Et encore, c'est un peu une vision un peu subjective des choses. Il y a beaucoup d'hommes qui demandent des augmentations salariales sans se demander s'ils le méritent réellement ou pas, hein. Mais ils le font voilà, aussi par principe, parce que si on ne demande rien dans certaines entreprises, on n'a rien. Enfin voilà, dans certaines entreprises. Basez-vous toujours sur des éléments factuels. Ça, on l'a dit un peu au début, ne parlez pas de situations personnelles ou de vos charges, de vos contraintes, mais parlez plutôt de vos réussites, de votre expérience, de ce qui a vraiment de la valeur pour l'entreprise. Très important aussi de faire savoir tout ce que vous faites, de réseauter, de marketer un peu ce que vous faites, d'échanger avec vos pairs, d'être le plus transversalement possible pour qu'un maximum de personnes vous connaissent et savent de quoi vous êtes capable. Ne vous contentez pas juste d'être dans votre poste
de faire les tâches qu'on vous demande, essayez d'aller toujours un peu au-delà. Et puis, bah, voilà, prenez des risques. Et comme je le disais, on n'a pas besoin d'avoir tout fait pour d'avoir toutes les compétences pour postuler à un poste. Je ne sais pas, Manon, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était parfait, Romaric. Du coup, on va pouvoir reprendre les questions dans le chat. Oui, très bien. Alors, il y avait une question. Ah bah, allez-y, comme vous voulez. Ah, bon, il y avait une question de Laetitia. Quand on a du télétravail, l'entreprise peut nous imposer de le faire uniquement à partir de notre domicile principal. Ça dépend de l'accord télétravail. Il y a de plus en plus d'entreprises qui signent des accords avec des jours où on peut télétravailler de l'international notamment. Ça dépend vraiment de l'accord. Mais en général, si rien n'est stipulé, oui, c'est du domicile. C'est d'accord? Exact. Ouais. Ouais. Bon, parfois, il y a des entreprises qui le permettent même d'une résidence secondaire qui soit habituelle, c'est-à-dire c'est pas forcément, par exemple, c'est pas forcément votre résidence secondaire, mais c'est peut-être la maison de vos parents parce que vous passez vos vacances là-bas. Ça peut être considéré comme un lieu où où on fait son télétravail, mais comme le disait Manon, ça dépend beaucoup de l'accord, donc c'est pas, il n'y a pas de règle universelle. Après, Mélodie avait une question sur elle n'a pas de congé, enfin, bon, elle pense ne pas pouvoir avoir de congé maternité, mais elle voulait savoir si elle pourrait avoir quelque chose équivalent, type congé pour règles, par exemple. Pour l'instant, ce type de congé, je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui en accordent. Euh, donc aujourd'hui, enfin là, je peux pas vous dire oui, non. Je sais que on en parle de plus en plus de plein d'autres problématiques, mais qui sont plus liées à la maladie de manière générale. Je sais pas si Manon, Ouais, c'est tu veux ça. compléter, tu as peut-être plus d'éléments que moi. Non, non, chez Arkema, en tout cas, ça n'existe pas encore. On se pose la question aussi, mais bon, enfin, ça dépend des structures. Mais les entreprises sont encore, enfin, rares sont celles qui proposent ce type de congé aujourd'hui. Mais ça viendra peut-être, ouais. Ouais, je te rejoins. Je pense que ça pourrait revenir, mais voilà, peut-être pas dans une optique d'égalité homme-femme, mais plutôt dans une optique de la prise en compte des événements de la vie, de la Mm. maladie, de manière plus générale. Sonia pose une question sur les rémunérations ont-elles bien suivi l'inflation? Euh, et elle pense que son ancien salaire n'est plus représentatif à cause de l'inflation. Alors, les rémunérations, elles ont suivi l'inflation, mais pas au même niveau. Ça, c'est sûr. Les entreprises ont quand même été moins généreuses que l'inflation, mais l'inflation était très forte. Donc, ça a été, donc enfin, les entreprises n'ont pas pu s'aligner. La croissance n'est pas non plus au rendez-vous. Mais effectivement, c'est une bonne question. Et oui, si vous étiez en poste il y a 2 ans, bah forcément, la rémunération, elle évolue et elle évolue d'ailleurs tous les ans. Donc, c'est pour ça que les enquêtes de rémunération, c'est une bonne source d'information parce que elles sont éditées chaque année et chaque année, elles prennent en compte justement les augmentations salariales. Voilà. Après, là, c'est dans le cadre notamment des augmentations, dans le cadre quand vous êtes en poste dans la même entreprise, les augmentations distribuées par l'entreprise étaient en dessous de l'inflation, mais dans le cadre vous reprenez votre activité. Si vous étiez à 35 000 euros, vous reprenez votre activité, vous repartez pas forcément de 35 000 euros. C'est là où rentre aussi en compte la négociation. Peut-être que pendant 2 ans, vous avez mené un projet quelque part, vous avez acquis d'autres expériences, et donc vous pouvez aussi les faire valoir. Et si les augmentations de votre entreprise n'ont pas rattrapé l'inflation, c'est aussi l'occasion d'aller dans d'autres entreprises pour, à l'occasion d'une nouvelle perspective, renégocier à la hausse votre salaire et le rattraper par cette forme-là. Il n'y a en tout cas pas de, comment dire, il y a toujours des possibilités
de revaloriser son salaire. En lien, il y a la question justement de Marjolaine qui demandait si sa marge de manœuvre quand on reprend des études en contrat pro dans un domaine complètement différent et comment mettre en valeur son expérience pro précédente si c'est dans un autre domaine et un salaire supérieur au SMIC, même si inférieur au salaire précédent. Moi, je peux vous donner une expérience que j'ai vécue d'un alternant qu'on a eu dans notre équipe et qui était avant manager chez McDo et qui est venu en ressources humaines pour faire du contrôle de gestion sociale. Donc, des métiers diamétralement opposés qui n'avaient rien à voir. Et au moment de son embauche, on avait beaucoup d'alternants qu'on avait recrutés en CDI. Et la question, justement, s'était posée à quel niveau de rémunération on l'embauche alors qu'il sort de la même école à peu près que les autres et il a le même niveau d'expérience sur le métier de contrôleur de gestion sociale que les autres. Et ben, on a quand même on est pris le parti justement de l'embaucher, enfin, de lui proposer une rémunération plus importante que ses collègues en partant du principe qu'il avait une expérience de manager chez McDo avec une expérience, qu'il avait une certaine maturité par rapport aux autres et que ça justifiait en fait cet écart de rémunération. Donc oui, je pense que voilà, c'est un exemple pour donner, oui, l'expérience qu'on a eue avant, elle est à valoriser lors de l'entretien d'embauche et de dire, OK, sur le poste, je suis nouvelle, mais mon expérience d'avant m'a permis d'acquérir voilà, la maturité, le recul nécessaire pour être peut-être même plus performant que les autres sur ce même poste. Mm. Je ne sais pas si vous vouliez. Non, non, et puis après, enfin, là, on vous parle d'éléments objectifs que vous pouvez mettre en avant, etc. Après, il y a quelque chose qui est difficile à quantifier, c'est tout ce qui est autour des soft skills. Donc, vous pouvez aussi voilà, faire preuve d'un relationnel particulièrement important, de compétences de communication, de coordination, d'être un peu, de résoudre les problèmes, etc. Donc, tout ça, vous pouvez les mettre en avant. C'est pas uniquement pas toujours, vous n'êtes pas toujours obligé de mettre que l'expérience professionnelle en avant. Et dans le métier en question, vous pouvez mettre en avant d'autres expériences professionnelles dans des associations, dans des rôles particuliers, des responsabilités particulières. Et puis, bah, il y a aussi un moment où on est dans la négociation, dans l'entretien. Vous pouvez aussi y aller au culot, même si vous n'avez pas toutes les billes objectivement. Encore une fois, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il ne faut pas enfin, dans l'état d'esprit, il faut se mettre plutôt, on va dire, dans un état d'esprit, on va dire, entre guillemets, de conquête, ne pas se dévaloriser, ne pas se mettre dans cet état d'esprit pour pas que ça transpire pendant l'entretien et l'échange. Vous avez conscience de votre valeur, vous avez des éléments objectifs, et puis si vous voulez avoir plus, si vous estimez avoir plus, il faut le tenter, il faut le mettre en avant, et il ne faut pas se brider. De toute façon, in fine, l'entreprise vous fera la proposition qu'elle peut vous faire. Elle n'ira pas au-dessus. Donc, ça se tente dans tous les cas. Alors, comment évaluer sa valeur salariale en ayant été cadre auparavant dans un secteur A, mais en reconversion pro dans un secteur B, en reprise d'études, en master, en contrat de professionnalisation, alternance? La rémunération précédente était forcément plus élevée et on redémarre à zéro. Alors, comme l'a dit Marianne tout à l'heure, c'est pas parce qu'on redémarre à zéro que vous ne pouvez pas faire valoir des expériences que vous avez eues dans vos expériences précédentes. Ensuite, c'est un peu ce qu'on disait avec Manon au début, c'est quelle est votre valeur sur le marché par rapport au métier que vous ciblez, quelles sont les données que vous avez autour du métier. Et puis après, il y a vous, quel est votre positionnement par rapport à votre expérience, qu'est-ce qu'il vous faut pour être comblé en termes salarial. Et à l'assemblage de toutes ces données, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour prendre un poste. Bon, généralement, quand on redémarre, on repart sur un poste, on ne va pas forcément dans le haut de la fourchette en termes de rémunération. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est ça l'enjeu? Peut-être que quand vous êtes en reconversion, l'enjeu, c'est de réacquérir des compétences en lien avec votre métier. Donc, vous pouvez acquérir ces compétences, faire en sorte de les développer très rapidement et par la suite, par des entretiens de carrière ou de la performance ou alors un autre poste suite à une démission, faire valoir cette expérience. Il
peut y avoir un petit temps de latence avant de repartir sur un niveau classique. Là, ça dépend des politiques d'entreprise et de la manière dont vous allez vendre vos expériences et votre profil en entreprise. Je ne sais pas si ça répond aux questions ou si maintenant, tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est ça. Bah, nous, par exemple, chez Arkema, la rémunération, elle est déterminée en fonction de 3 facteurs. Le niveau de responsabilité du poste, le niveau d'expérience du collaborateur, et on regarde aussi l'équité dans l'équipe, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de disparités. Donc voilà, bah, ça correspond à ce que tu as dit, Romaric. Mhm. Alors, dans le cas de travail en distance, si on n'a pas les matériels comme l'ordinateur, logiciel. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce qui est sûr, c'est que quand on prend un poste, en tout cas CDI, l'employeur se doit de mettre à disposition l'ensemble des moyens nécessaires pour exercer l'activité. Et donc, il doit normalement vous fournir, si c'est nécessaire, un ordinateur et les logiciels adéquats pour faire votre travail. Après, si vous êtes dans des entreprises, dans du portage salarial, de la prestation, voilà, qui est votre employeur? Est-ce que c'est une agence d'intérim? Est-ce que c'est voilà, voilà, qui est l'employeur et quels sont les moyens qu'il doit mettre à disposition? Mais évidemment que vous ne pourrez pas exercer votre activité si vous n'avez pas le matériel. Et ça, l'employeur doit quand même s'en assurer avant de vous embaucher ou vous le fournir quand il vous embauche. D'accord, donc Et, ce n'est pas encore d'actualité. Merci et- beaucoup. Alors, je ne sais pas de. C'était un commentaire. Oui, Manon? Non, non, je disais, enfin là, on rebondissait, si c'est du télétravail et que il y a un accord télétravail et que votre poste est éligible au télétravail, l'employeur doit vous fournir tout le matériel pour télétravailler, clairement. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment la question, du coup, je sais pas trop. Hmm. Comment se défendre quand on ne check pas toutes les cases d'une offre d'emploi qui nous plaît? Je mets en avant ma capacité d'apprentissage et d'adaptation, mais cela ne semble pas être suffisant. Alors, clairement, les offres d'emploi, c'est voilà, l'entreprise a un besoin, elle recherche ce mouton à 5 pattes. Euh, il y a très peu de chances que vous colliez à toutes les cases de l'annonce. Si vous collez à toutes les cases de l'annonce, c'est probablement que vous occupez déjà ce poste. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi vous voulez faire la même chose. Donc, ça a son pendant quand même. Donc, évidemment, c'est pas parce que vous cochez pas toutes les cases qu'il faut pas quand même tenter l'aventure. À partir du moment où vous pouvez faire valoir votre expérience et que l'entreprise a un intérêt pour vous. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pas partir en se bridant. Il faut vraiment partir plutôt un peu en conquête, en disant je vais y arriver, j'y crois. Parce que tout ce que vous allez, voilà, l'énergie que vous allez dégager dans l'échange que vous allez avoir en vous mettant en condition de réussite va aussi être communiqué à votre futur manager. Tout ça va permettre de le rassurer et ça vous donne plus de chances d'y arriver. Si vous y arrivez un peu défaitiste en disant oui, je sais que je coche pas toutes les cases, voilà. Et comme on disait tout à l'heure, par contre, on va quand même éviter le mensonge. S'il y a des cases que vous cochez pas, vous n'allez pas dire oui, oui, si je sais faire. Parce que très rapidement, on va s'en rendre compte. Et la confiance dans la relation, qui est une relation contractuelle, c'est quand même important de pouvoir faire confiance dans cette relation-là. Après, il y a une autre question. Est-ce qu'il est possible de négocier son salaire lors d'un stage de 6 mois rémunéré? Bon, souvent, les entreprises, elles ont quand même des grilles pour les gratifications de stage. Après, moi, je suis partisane enfin, qui ne tente rien n'a rien, donc on peut toujours demander une gratification plus élevée, mais vous pouvez être potentiellement rattrapé par la grille de l'entreprise. Et souvent sur les stages, chez Arkema par exemple, on a une grille et on s'y tient. Je ne sais pas si c'est pareil à la CNP pour ce qui est des grilles de stage. Alors, on a effectivement des grilles de salaire pour les étudiants. Et comme je disais tout à l'heure, ces grilles peuvent varier en fonction des écoles, de certains cursus Mm. qu'on va plus favoriser parce qu'elles sont plus cibles pour nous par rapport à notre contexte. Quel signal, on n'a pas répondu à la question de Sonia, quel signal donne un employeur quand il propose un salaire plus élevé que le haut de la fourchette que l'on avait proposé? Je crois pas, hein. Euh, bah, Ça dépend. Par exemple, chez Arkema, le salaire minimum d'un cadre jeune diplômé à Bac+5, c'est 44 000 euros sur 13 mois par an. Et on a souvent des jeunes diplômés qui demandent moins, mais c'est notre grille, c'est
voilà, on donne plus, donc c'est parce qu'on a une grille à l'embauche. Donc il n'y a pas forcément de message derrière. Euh, c'est pour respecter une équité et la grille qu'on a fixée. Je ne sais pas si à la CNP, enfin, vous voulez rebondir là-dessus, mais il n'y a pas forcément. Alors après, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas demandé assez? C'est la question. Mais Romaric le disait tout à l'heure, faut oser. Donc peut-être que vous n'avez pas osé assez. En tout cas, Ah, euh, Et, nous, on le fait. je rebondis sur ce que tu disais, Manon, parce que tout à l'heure, tu parlais d'équité interne. Ouais. Et justement, alors l'équité interne, c'est quand même très important dans une entreprise, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire que quand on a un collaborateur parfois, ou enfin une personne qui a des prétentions bien supérieures à une équipe, ben, c'est un peu compliqué de l'embaucher, même si on trouve qu'il est génial et qu'on a vraiment envie de l'embaucher. Mais ça peut être déceptif au sein du collectif. Mais inversement, si une entreprise vous recrute et que dès que la première semaine, vous remarquez que vous êtes moins bien payé que les autres, il n'y a rien de plus déceptif. Vous allez vous dire, enfin, vous allez être tout de suite déçu et la relation commence très mal. Donc c'est pour ça que il y a le message derrière, c'est peut-être de dire effectivement, vous étiez un peu en dessous, en tout cas de nos pratiques, parce que pour une autre société, peut-être que vous seriez dans les pratiques dans leur pratique à elles, mais pas forcément. Voilà, ça va dépendre un peu, mais c'est vrai que l'équité interne, tu en as parlé Manon un petit peu avant, et c'est vrai que Oui. ça reste un indicateur très important dans les entreprises. Hein. On a une autre Alors, question. Actuellement en fin d'études doctorales en littérature française, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la culture. Un souci étant étrangère, j'ai besoin d'avoir un contrat qui me donne une fois et demi le SMIC, sinon l'entreprise va justifier mon recrutement auprès de l'État. Comment aborder ceci en entretien? Faut-il même aborder le sujet? Alors nous, on a le cas hein, très souvent. Et oui, je pense qu'il faut être transparent. Les entreprises, elles ont l'habitude pour les changements de statut de cette condition imposée par l'État français. Donc, pour celles qui ont l'habitude de faire le changement de statut, il n'y a pas de surprise. Euh, faut être transparent de toute façon, sur votre question. voilà, vous êtes Mm, obligé, parce que mm, sans ces critères-là, vous ne pourrez pas avoir de mm, contrat de travail, de titre de séjour. mm, Donc vous êtes, c'est pragmatique. Vous êtes obligé d'aborder cette question et de valider que c'est bien possible. Et si l'entreprise découvre ça au moment où vous en parlez, c'est probablement qu'elle n'a pas l'habitude. Et quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu contraignant. Ça rajoute des procédures administratives. Donc clairement, il faut en parler, avant, enfin pendant l'entretien. Plutôt à la fin de l'entretien d'ailleurs, hein, sur les prétentions salariales. Étant en deuxième année d'école d'ingénieur, je dois réaliser un stage de 2 mois cet été. Comment aborder la question, sachant que légalement, l'entreprise n'est pas tenue de me payer? Stage de moins de 9 semaines. Alors, effectivement, pour un stage, on ne parle pas de rémunération, on parle d'une gratification. Donc, quand celle-ci n'est pas obligatoire, ça peut arriver qu'on la retrouve. Enfin, voilà, elle n'est pas obligatoire. C'est selon les politiques de l'entreprise. Parfois, certaines personnes arrivent sur des budgets managériaux ou autres à obtenir une gratification, mais et certaines, Demander, hein. voilà, il faut Si la demander. si vous en parle pas, faut la demander, c'est-à-dire vous demandez. C'est parfois voilà, ils vont dire ah ben non, c'est non, c'est sinon autrement qui ne demande rien n'a rien. Hein. Donc si vous en parlent pas parce qu'ils n'ont pas forcément de politique ni de grille sur ce sujet-là, voilà, vous en parlez, vous demandez, vous dites la gratification, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous proposez en termes de gratification et vous attendez que la réponse vienne à vous. Ouais. Au sujet des différences salariales suivant le parcours, serait-il possible pour vous d'estimer la différence salariale entre des profils ayant un diplôme de master d'ingénieur ou de docteur? Merci. Ça va être à l'embauche hein, qu'il va y avoir une différence et encore, elle commence un peu l'écart se réduit de plus en plus. Hein, parce que comme on le dit, à travail égal, salaire égal. Donc, on a de plus en plus de mal dans les entreprises à justifier une rémunération différenciante par rapport au diplôme. Et ce qui va vraiment faire encore la différence, c'est le métier, donc l'expertise qui est demandée dans le métier, les responsabilités, la contribution, le champ d'intervention.
Enfin, vraiment, voilà. Donc, aujourd'hui, on va peut-être avoir d'un ordre de grandeur, hein, mais 1000 euros entre 1000 et 2000 euros. Alors, Manon, tu me diras, c'est la même chose, mais entre des très grandes écoles et des écoles correctes et des masters. Ouais. Bah, après, c'est la question entre un master et un doctorat. Encore comme disait Marianne, ça dépend du poste. Vous pouvez venir avec tous les diplômes du monde, si c'est pas ce qui est demandé sur le poste, ça ne sera pas forcément valorisé. En revanche, Par exemple, nous, c'est une Assurance, on n'a pas beaucoup, pas du tout, même de docteurs, ou on en a peut-être quelques-uns. Ça nous enrichit, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Par contre, il y a des entreprises qui seraient très friandes de profils doctoral et qui auraient des grilles adaptées, des postes adaptés à ce type de diplôme. Je veux dire quelque chose. non, et je voulais juste dire, ce qui fait la différence, c'est le parcours de carrière, par contre. Oui. C'est-à-dire que souvent, plus les diplômes, enfin, voilà, plus le diplôme est reconnu et plus, en fait, la progression de carrière est rapide. De toute façon, après, vous l'aurez aussi compris, hein, le diplôme en entrée de carrière, c'est important. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'expérience professionnelle prend le pas. On a, nous, par exemple, sur l'informatique, des personnes autodidactes qui n'ont pas eu de diplôme d'ingénieur, mais qui bénéficient de 5 à 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. Bon, ben, on le valorise, quand bien même ils n'ont pas eu ces diplômes. Et si au final ils font la même chose que leurs collègues, il n'y a pas de raison, même sans avoir le diplôme, qu'ils soient un peu en dessous. Donc après, ça dépend des politiques d'entreprise. Nous, c'est comme ça qu'on Je fonctionne. sais pas si chez Arkema, c'est Ouais, nous chez en fait, Arkema, c'est conventionnel, ça dépend de la convention de on dépend de la convention de la chimie. Et pour les docteurs, en effet, il y a une différence. Enfin, les docteurs sont mieux rémunérés à l'embauche. Voilà, c'est un système de points. Ouais, il n'y a pas de différence en revanche entre le master et l'ingénieur. Enfin, on est sur un bac plus 5, mais après sur un bac plus 8, ouais, il y a une différence qui est faite, mais c'est conventionnel du coup. Mm. Alors, si on répond à un salaire trop élevé, est-ce qu'on risque d'être éjecté du processus de recrutement? C'est une très bonne question. C'est une crainte, une peur. En fait, alors, si vous dites un salaire complètement déconnant, vous risquez de passer pour quelqu'un de pas sérieux. Euh, donc, c'est ça, à la limite, c'est la plus grande crainte que vous pouvez avoir. Encore une fois, il faut pas se brider. Il y a plein de personnes qui se brident pas et ça fonctionne. Deuxièmement, il faut toujours rester ouverte sur les prétentions salariales. C'est voilà, moi je pense par rapport aux éléments que j'ai à date que mes prétentions salariales pour ce poste que vous m'avez présenté sont de temps à temps. C'est là où vous pouvez aller en dessous ou au-dessus, ça c'est à vous de déterminer. Vous pouvez très bien arriver en disant voilà, je vise 35 à 40 de prétention, mais au fur et à mesure de la conversation, je me dis ah oui, finalement, c'est plutôt 40-45. Vous pouvez aussi dire bah voilà, je vais prendre le temps de réfléchir reviens vers vous si jamais le recruteur vous pose la question. Vous pouvez tout simplement prendre les infos que le recruteur vous donne en disant bah, merci. Si vous ne les demandez pas, vous n'êtes pas obligé de les sortir. Voilà, vous pouvez partir du principe que bah, si vous ne les demandez pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de sujet. Donc voilà, faites tout ça pour essayer de répondre à la question. Non, il ne faut pas se limiter. Vous n'allez pas être éjecté. Si c'est un frein, le recruteur vous le dira. Si vous dites, moi, je veux 60 000 euros alors que le recruteur, c'est maximum 50, il vous le dira. Si à un moment dans le process, votre candidature avance, le recruteur se rappelle que vous avez demandé 60 000 euros et que ça va poser un problème, il vous appellera pour le dire. Vous dire, bah, je vois que votre candidature avance. En fait, voilà, je voulais échanger avec vous. Vous m'aviez donné telle prétention salariale. Je dois quand même vous dire que si on continue, nous, le maximum, c'est ça. Donc, de toute façon, voilà, ça, il ne faut pas se limiter. Alors, dernière question pour nous, et après on va devoir libérer la salle. Et actuellement étudiant en école d'ingénieur, je me demandais si concrètement il était possible de négocier une gratification de stage pour un stage obligatoire rémunéré, évidemment, si l'on s'est bien positionné pour le poste. On l'a dit tout à l'heure, les gratifications qui ne sont pas, voilà, quand c'est pas obligatoire, c'est à vous de négocier avec l'entreprise. Si vous avez des arguments type je viens d'une grande école très rare, très recherchée par votre entreprise,
vous pouvez négocier. D'ailleurs, certaines entreprises ont anticipé et proposent dès à présent certaines gratifications à certains profils. Donc, posez la question, tentez, et puis vous verrez. En tout cas, ne vous bridez pas. 15h pile. Merci. Voilà, merci. J'allais dire, Voilà. c'est incroyable le timing. Merci beaucoup à vous trois, pour votre participation et votre animation aujourd'hui. Merci à vous toutes pour votre participation également à ce forum. Voilà, j'espère que vous avez aussi de nombreux entretiens qui sont positionnés durant ces 3 jours. On vous enverra, enfin, je vous enverrai le replay de cette présentation et je vous enverrai également la présentation qui a été faite. Voilà, je la récupérerai dans un second temps. Elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube, le replay. Voilà. Encore merci. Très bon après-midi. Et puis, bah, à Merci. bientôt. Merci à vous toutes. Merci à toutes. À Merci. Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.